No, I'm not surprised by the outcome. But first, a major victory for Governor Newsom and Democrats after the U.S. Supreme Court officially allowed California's new Prop 50 congressional maps to move forward in the upcoming midterm elections. It comes after state Republicans and the Trump administration tried to block the maps from taking effect. Thanks for joining us tonight for Fox 40 News at 6. I'm Nikki Lorenzo. And I'm Eric Harriman. Fox 40 Capitol reporter Eitan Wallace has reaction tonight from the state capitol. Début février, à Washington, une décision prise au sein du bâtiment de la Cour suprême des États-Unis a commencé à avoir des répercussions bien au-delà du circuit juridique habituel. Sans conférence de presse, sans lecture solennelle en séance plénière et sans dissidence enregistrée, les 9 ministres ont rejeté une demande présentée par les dirigeants républicains et le ministère de la Justice lui-même, visant à suspendre la nouvelle carte de redécoupage électoral de la Californie. L'affaire, qui était déjà suivie de près par les spécialistes du droit électoral, a abouti à une conclusion formelle sans le genre de dramatisation qui accompagne généralement les litiges de cette nature. Néanmoins, le contenu de la décision et le moment où elle a été prise ont immédiatement fait sortir cet épisode du cadre habituel. L'action contestait la validité du redécoupage électoral approuvé en Californie après le dernier recensement, un processus mené sous la supervision étroite de l'État et défendu publiquement par le gouverneur Gavin Newsom. Une partie des observateurs s'attendait à ce qu'au moins un ministre émette des réserves ou demande un examen plus approfondi, compte tenu notamment de l'historique récent de la Cour sur les questions liées aux élections, au fédéralisme et aux prérogatives étatiques. Cela n'a pas été le cas. La demande a été rejetée dans son intégralité, sans vote séparé, mettant définitivement fin à toute tentative d'empêcher l'utilisation de cette carte dès les élections législatives de 2026. Ce qui a retenu l'attention, ce n'est pas seulement le résultat, mais le contexte institutionnel dans lequel il s'est produit. La Cour suprême était décrite, y compris par des analystes conservateurs, comme une cour disposée à intervenir rapidement lorsqu'elle était saisie de litiges électoraux ayant un impact politique important. Dans des affaires précédentes, des ministres tels que Samuel Alito et Clarence Thomas n'avaient montré que peu d'hésitation à se prononcer sur des questions juridiquement contestées, en particulier lorsqu'elles concernaient des litiges fédéraux ou des interprétations larges de la Constitution. Mark Elias, avocat spécialisé en droit électoral et fondateur de Democracy Docket, a été directement impliqué dans la conduite de l'affaire en Californie. Dans des conversations postérieures à la décision, il a souligné qu'il n'y avait aucun signe de division interne au sein de la Cour. Selon Elias, l'absence de dissidence formelle indique que la Cour a considéré la demande comme juridiquement fragile dès le départ. L'argument central présenté par les républicains, selon lequel le redécoupage aurait violé les principes fédéraux, n'a pas trouvé suffisamment de soutien pour ouvrir un débat interne. L'impact immédiat de la décision a été clair. La carte californienne reste valide, sans possibilité de nouveaux recours ou de manœuvres procédurales, consolidant ainsi le scénario électoral de l'État pour le prochain cycle. Mais l'effet de cet épisode ne s'est pas limité au territoire californien ni à la procédure spécifique examinée. Il a été interprété comme un signe plus large de la volonté actuelle de la Cour suprême de traiter les litiges relatifs au redécoupage électoral à la veille des élections de mi-mandat. Dans les coulisses juridiques, l'affaire a été immédiatement mise en relation avec des décisions récentes concernant d'autres États, en particulier le Texas. Quelques mois auparavant, la Cour suprême elle-même avait autorisé l'entrée en vigueur d'une carte texane clairement dessinée, selon des critères partisans, malgré les allégations selon lesquelles elle aurait un impact disproportionné sur les minorités raciales. À cette occasion, la Cour avait indiqué que les litiges classés comme du gerrymandering partisan ne feraient en principe pas l'objet d'une intervention fédérale immédiate. Ce raisonnement a fini par créer un précédent
qui se retourne aujourd'hui contre les auteurs mêmes de la contestation californienne. En arrivant devant la Cour suprême, l'affaire californienne a trouvé un tribunal qui avait déjà délimité son champ d'action. Intervenir pour suspendre la carte californienne reviendrait, dans la pratique, à contredire le critère adopté au Texas et à rouvrir un front d'instabilité institutionnelle à l'aube d'un cycle électoral complexe. Pour certains analystes, ce facteur a pesé plus lourd que toute évaluation politique isolée. La Cour semblait moins intéressée par l'arbitrage davantage partisan spécifique et plus soucieuse d'éviter une cascade d'actions similaires dans plusieurs États. Ce mouvement a pris encore plus d'importance à la lumière des résultats électoraux récents dans des élections hors calendrier traditionnel. Lors d'élections spéciales et locales, des signes d'oscillation dans le comportement de l'électorat ont commencé à apparaître, en particulier dans des circonscriptions considérées comme artificiellement sûres. La combinaison de nouvelles cartes électorales et de variations inattendues dans les votes a soulevé des questions sur l'efficacité réelle des stratégies de redécoupage électoral agressif adoptées ces dernières années. Dans ce contexte, la décision de la Cour suprême a été considérée comme un tournant technique, bien que discret. Il ne s'agissait pas d'une déclaration publique sur la démocratie, ni d'une réévaluation explicite des précédents historiques. Il s'agissait plutôt d'un geste de retenue institutionnelle, délimitant jusqu'où la Cour était prête à aller à ce moment précis. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé au sein de la Cour ce jour-là. Il a commencé à réorganiser les attentes, les stratégies juridiques et les interprétations politiques dans plusieurs États simultanément. Pour ceux qui suivent ce type de litige de manière continue, des épisodes comme celui-ci sont rarement isolés. Ils prennent généralement tout leur sens lorsqu'ils s'inscrivent dans une séquence plus large de décisions, de réactions et de calculs institutionnels qui se déroulent au fil du temps. C'est pourquoi il est essentiel d'observer ces mouvements avec attention et dans leur contexte pour comprendre les enjeux du système électoral américain, en particulier en période de transition et d'incertitude contrôlée. À mesure que les effets de la décision de la Cour suprême ont commencé à s'étendre au-delà du cas spécifique de la Californie, le débat s'est rapidement déplacé du résultat immédiat vers ce qu'il révélait sur le fonctionnement actuel du système institutionnel américain. Dans leurs analyses publiques et leurs conversations en coulisses, les juristes et les stratèges électoraux ont commencé à traiter cet épisode comme faisant partie d'une convergence plus large, impliquant non seulement le pouvoir judiciaire, mais aussi les gouvernements des États, les dirigeants des partis et le calendrier électoral de 2026 lui-même. L'affaire a été citée aux côtés de litiges similaires dans des États tels que le Texas, l'Utah, New York, le Wisconsin et la Virginie, formant une mosaïque juridique qui aide à comprendre pourquoi la Cour a opté pour une position apparemment modérée. Marc Elias, commentant l'issue de l'affaire dans l'émission Democracy Watch, présentée par Brian Taylor Cohen, a tenu à replacer la décision dans un contexte qui se dessinait déjà. Selon lui, la Cour suprême avait signalé quelques mois auparavant, notamment dans le litige concernant la carte du Texas, qu'elle n'avait pas l'intention d'interrompre les efforts législatifs de redécoupage électoral à l'approche des élections de mi-mandat. Dans cette affaire, malgré les arguments présentés sur les impacts raciaux possibles, la Cour a autorisé la carte du Texas à entrer en vigueur, qualifiant le litige de cas de gerrymandering partisan hors du champ d'application immédiat de la révision fédérale. Ce choix a eu un effet domino. Lorsque l'affaire californienne a finalement été portée devant la Cour, les ministres étaient, selon certains analystes, institutionnellement engagés dans la logique qu'ils avaient adoptée précédemment. Intervenir maintenant signifierait établir un traitement inégal entre les États, ce qui pourrait déclencher une série de nouvelles actions en justice en chaîne. À partir de ce moment, le rejet de la demande républicaine n'était plus seulement une décision isolée, mais était désormais interprété comme une tentative délibérée de stabiliser le cadre juridique avant 2026.
Le nom de Gavin Newsom est également entré dans ce contexte plus large. En tant que gouverneur de Californie, il avait publiquement défendu la nouvelle carte, la présentant comme le résultat d'un processus formel et transparent. La validation définitive du redécoupage a fini par renforcer la position du gouvernement de l'État et, dans le même temps, a accentué le contraste avec d'autres administrations qui ont adopté des stratégies plus agressives. Pour les observateurs politiques, ce contraste est devenu encore plus pertinent au vu des résultats récents des élections spéciales, qui ont commencé à indiquer des fluctuations inattendues dans des circonscriptions considérées comme sûres. Pendant ce temps, au Congrès et au sein des partis, les calculs ont été refaits. Elias a souligné que l'impact de la carte californienne n'était pas abstrait. Il se traduisait par 5 sièges potentiels, déjà intégrés dans les projections pour la Chambre des représentants. En comparaison, des disputes comme celle du Texas, qui semblaient initialement promettre des gains plus importants pour les républicains, ont commencé à être considérées avec prudence, après que les résultats électoraux locaux aient indiqué des variations significatives dans le comportement de l'électorat. Cette réévaluation a alimenté l'idée que certaines stratégies de redécoupage électoral pourraient ne pas produire les effets escomptés. C'est dans ce contexte que d'autres fronts juridiques ont commencé à prendre de l'importance. Dans l'Utah, par exemple, des actions ont été intentées par des candidats républicains dans le but de contester les cartes électorales de l'État pour violation de la loi fédérale. Bien que ces procédures doivent encore être examinées par des panels de 3 juges avant d'être éventuellement portées devant la Cour suprême, le simple fait qu'elles soient en cours renforce l'idée d'un système soumis à une pression constante. Une situation similaire se produit à New York, où des litiges fondés sur la législation étatique alimentent les spéculations sur d'éventuelles tentatives de fédéralisation des affaires, même si les experts considèrent cette voie comme juridiquement improbable. Un autre élément central de cette convergence institutionnelle concerne le rôle du Voting Rights Act, en particulier la section 2. Souvent mentionné par Mark Elias comme l'un des piliers qui soutiennent encore l'exigence de circonscription à majorité minoritaire. La possibilité que la Cour suprême se prononce sur cette question dans des affaires en cours, comme l'affaire Clay, ajoute une couche supplémentaire d'incertitude au scénario. Bien qu'il n'y ait aucune indication claire quant au moment ou à la manière dont la Cour se prononcera, le simple débat autour de cette hypothèse influence la manière dont les États et les partis se préparent pour les mois à venir. À partir de là, on observe moins une succession de victoires ou de défaites isolées qu'un processus d'adaptation institutionnelle. Chaque décision et chaque report deviennent des signaux indirects, orientant les stratégies juridiques et politiques en temps réel. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui gagne ou perd des sièges, mais aussi de la manière dont le système répond à la tension entre stabilité et contestation dans un environnement fortement polarisé. Pour ceux qui suivent ces mouvements de manière continue, l'intérêt réside précisément dans la capacité à relier des épisodes qui, à première vue, semblent sans rapport. Comprendre comment les décisions prises en Californie dialoguent avec les conflits au Texas, en Utah ou à New York exige une observation constante et une contextualisation minutieuse. C'est grâce à ce suivi prolongé qu'il devient possible de percevoir les schémas, les ajustements et les limites du fonctionnement institutionnel, ce qui se révèle rarement dans un événement isolé. À mesure que le débat s'éloignait des répercussions immédiates de la décision sur le redécoupage électoral en Californie, une discussion plus large sur sa portée institutionnelle s'est imposée. Parmi les constitutionnalistes, les analystes de la dynamique électorale et les anciens membres des tribunaux fédéraux, il n'y a toujours pas de consensus sur ce que la position adoptée par la Cour suprême signifie réellement. Pour certains, la décision doit être comprise comme une réponse ponctuelle à des circonstances spécifiques. Pour d'autres, elle suggère une ligne de conduite plus cohérente sur la manière dont la Cour entend gérer les litiges électoraux jusqu'en 2026.
Le point commun entre ces interprétations réside dans l'importance accordée au silence des ministres, qui a fini par avoir un poids interprétatif plus important que l'argumentation formelle elle-même. Une interprétation récurrente soutient que la Cour aurait agi en se basant sur une logique de protection institutionnelle. Selon cette perspective, le rejet unanime de la demande présentée par les Républicains et le ministère de la Justice aurait pour objectif d'éviter de créer un précédent susceptible de générer une instabilité juridique à un moment où plusieurs États sont simultanément confrontés à des litiges délicats concernant le redécoupage de leurs circonscriptions électorales. Dans cette interprétation, la décision ne viserait pas spécifiquement la Californie ni la figure de Gavin Newsom, mais la nécessité de contenir une possible multiplication des actions en justice qui pourrait compromettre le bon déroulement du calendrier électoral. Les analystes qui partagent ce point de vue rappellent que, dans le cas du Texas, la Cour suprême avait déjà fait preuve de prudence en évitant d'intervenir dans des litiges qualifiés de gerrymandering partisan à l'approche des élections. Il existe toutefois un courant qui rejette l'idée d'une stratégie institutionnelle coordonnée. Pour ces observateurs, l'issue aurait été le résultat d'un alignement circonstanciel dans lequel différents ministres sont parvenus à la même conclusion pour des raisons différentes. Certains se seraient basés sur des précédents récents, d'autres sur les limites procédurales de la demande présentée, tandis que d'autres encore auraient pris en compte le risque d'entrer en conflit avec des décisions adoptées quelques mois auparavant. Dans cette optique, l'unanimité observée n'indiquerait pas un consensus durable sur le rôle de la Cour dans les futurs litiges électoraux, mais seulement une convergence momentanée d'arguments. Dans ce débat, le comportement de personnalités telles que Samuel Alito et Clarence Thomas occupe une place importante. Les observateurs rappellent que tous deux ont déjà défendu des interventions plus assertives sur des questions électorales lorsqu'ils ont identifié des fondements constitutionnels clairs. L'absence de manifestation publique de désaccord de leur part dans cet épisode spécifique alimente des interprétations contradictoires. Pour certains analystes, cela renforce l'évaluation selon laquelle la demande manquait de fondements juridiques solides. Pour d'autres, cela suggère que la Cour a délibérément choisi de ne pas transformer cette controverse en un nouveau champ de tension institutionnelle. Alors que ces interprétations se développent sur le plan juridique, les effets pratiques de la décision continuent d'être évalués en dehors de la Cour suprême. Mark Elias, lors de ses interventions dans l'émission Democracy Watch aux côtés de Brian Taylor Cohen, a souligné que la nouvelle carte de la Californie consolide les projections favorables aux démocrates à la Chambre des représentants, ajoutant 5 sièges aux estimations du parti. Il évite toutefois de considérer ce scénario comme définitif. Dans ses analyses, Elias souligne souvent que le système électoral américain est marqué par des ajustements continus, influencés tant par des décisions judiciaires inattendues que par des changements brusques dans le comportement de l'électorat. Cette attitude prudente se renforce lorsque l'on observe la situation dans d'autres États. Dans l'Utah, l'avancement des actions en justice et la réaction du gouvernement de l'État, y compris les débats sur la composition de la Cour suprême locale sous la direction du gouverneur Spencer Cox, renforcent l'impression que le conflit institutionnel est loin d'être clairement résolu. Dans le Wisconsin et en Virginie, les discussions sur les nouvelles cartes électorales et les éventuelles modifications du nombre de sièges ajoutent de nouvelles couches d'incertitude. À New York, bien que les litiges reposent principalement sur le droit de l'État, le climat politique autour de cette question reste instable et sujet à des tensions constantes. Un autre axe central du débat concerne l'avenir de la section 2 du Voting Rights Act. La possibilité que la Cour suprême se prononce sur cette disposition dans des affaires encore en cours, comme l'affaire Clay, reste une inconnue importante. Les experts divergent tant sur la portée d'une éventuelle décision que sur le moment où ses effets pourraient se manifester. Certains estiment que des changements substantiels auraient peu d'impact sur le cycle électoral de 2026,
tandis que d'autres avertissent que même les premiers signes pourraient influencer les stratégies juridiques et politiques dans plusieurs États. L'ensemble de ces interprétations laisse entrevoir un scénario délibérément ouvert. Il n'existe pas d'interprétation dominante ni de prévision largement acceptée sur les prochaines décisions de la Cour suprême ou sur les effets finaux des litiges relatifs au redécoupage électoral. Le débat s'éloigne des résultats immédiats pour se concentrer sur les limites du système, la marge de manœuvre des institutions et la manière dont des décisions apparemment techniques peuvent, de manière indirecte, reconfigurer les attentes politiques. Dans ce contexte, chaque report et chaque décision ponctuelle sont désormais considérés comme faisant partie d'un processus en cours et non comme des conclusions définitives. L'expérience récente suggère que les développements dépendront autant des choix futurs des ministres que de la capacité des acteurs politiques et juridiques à répondre à un système en constante adaptation. Suivre ce mouvement exige une attention constante et une disposition à gérer les ambiguïtés, ce qui devient de plus en plus nécessaire à mesure que le calendrier électoral avance et que les institutions continuent de réagir en temps réel aux tensions qu'elles contribuent elles-mêmes à créer.